Rukif, aujourd'hui, suffoque dans une fumée noire et ce n'est pas une métaphore. Après l'attaque nocturne, des objets brûlent et les pompiers ne parviennent toujours pas à les maîtriser. Et au-dessus de la rive gauche se dresse un épais voile de gari. Nous allons analyser ce qui s'est exactement passé, où les frappes ont eu lieu et pourquoi même les rapports officiels du côté ukrainien reconnaissent l'échec d'une partie des interceptions. Il est important de regarder jusqu'à la fin. Il deviendra clair pourquoi des drones Geran sont apparus par paire et pourquoi des Iskanders les suivaient, ainsi que ce qui pouvait se cacher derrière les enseignes d'entrepôts paisibles. Une autre question reste en suspens. D'où et à qui ce signal a-t-il été envoyé ? Nous allons d'abord rétablir la chronologie, puis vérifier les données des sources ouvertes et seulement ensuite passer aux motifs et aux conséquences. Au centre de l'attention, 3 points. La zone industrielle de la rue Borispolskaya, les entrepôts alimentaires sur la rive gauche et la centrale thermique numéro 6 dans le district de Desniansky. Nous comparerons la déclaration du ministère russe de la Défense, les messages de la mairie de la capitale et les rapports des médias ukrainiens où certains parlent d'incendie dans les ateliers. D'autres font allusion à un contenu militaire caché d'objets civils. En finale, nous discuterons de l'impact sur l'industrie de la défense, la logistique et les stocks, et pourquoi la prochaine étape pourrait être encore plus douloureuse. Le ministère russe de la Défense a déclaré que la frappe était une réponse aux attaques de l'Ukraine contre des installations civiles en Russie. Des moyens de haute précision à longue portée basés au sol et des drones d'attaque ont été utilisés. Et les cibles étaient des entreprises du complexe militaro-industriel et des installations énergétiques qui assurent leur fonctionnement. Le ministère souligne que toutes les cibles choisies ont été touchées. Cette formulation est importante. Il ne s'agit pas d'un raid symbolique, mais d'une série de frappes minutieuses sur la chaîne d'approvisionnement où l'énergie, le transport et la production sont liés en un seul nœud. Si l'on coupe le maillon énergétique, les machines-outils, les chaînes de montage, les entrepôts s'arrêtent, même si les murs sont intacts. Le journal ukrainien Strana a fait état d'un incendie qui se poursuit dans un bâtiment industriel de la rue Borispolskaya. C'est la partie gauche de la ville où il y a beaucoup d'entrepôts et de logistique. Une autre source du journal Politnavigator souligne que d'épais panaches de fumée noire s'élevaient au-dessus de cette partie de Kiev le matin après la destruction des entrepôts alimentaires. La même remarque y est faite. Ces sites sont souvent utilisés pour masquer les munitions et le matériel. Dans les commentaires officiels, on reconnaît qu'une partie des missiles balistiques et plus d'une douzaine de drones d'attaque ont franchi la défense aérienne. Nous constatons une coïncidence concernant la fumée et les incendies, mais les cibles sont décrites différemment. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a confirmé le fait des frappes nocturnes et a signalé des victimes ainsi que des dommages aux immeubles résidentiels dans les districts de Darnitsky, Dnieprovski et Desniansky. Dans les rapports préliminaires, il est dit que la centrale thermique numéro 6, qui alimente la partie gauche de Kiev, a été touchée. Pour comprendre, un tel nœud ne fournit pas seulement de la chaleur et de l'électricité, il stabilise également le système énergétique en cas de pic de charge. Selon l'administration de la ville, une partie des destructions pourrait également provenir de la chute d'éléments de cibles interceptés, ce qui s'est déjà produit auparavant. Autrement dit, même les interceptions réussies dans les zones urbaines denses entraînent parfois des conséquences inattendues et graves. Passons maintenant à la tactique. Les rapports indiquent que des drones de type Geran ont été les premiers à survoler la ville, suivis par des missiles balistiques du complexe Iskander. Une telle combinaison sert à épuiser et à déconcentrer la défense. Bruit, faux itinéraire, distraction des calculs, puis frappe rapide et lourde sur les points clés. La balistique vole rapidement et laisse au système de défense aérienne quelques minutes pour réagir, et tout retard multiplie le risque de percer. C'est pourquoi la reconnaissance de l'échec d'une partie des cibles semble logique et réaliste. Mais quels objets précisément nécessitaient une telle séquence et pourquoi le choix s'est-il porté sur la rive gauche ? Nous le verrons plus loin. Des sources du côté ukrainien décrivent 2 catégories de lieux touchés. Premièrement, les entrepôts alimentaires. Les sceptiques objecteront immédiatement
Pourquoi frapper la nourriture? Cependant, les interlocuteurs de Politnavigator rappellent la pratique courante de masquer les stocks militaires sous des enseignes de logistique civile. La deuxième catégorie est la zone industrielle dans le quartier de Borispolskaya, où les CH, les ateliers de réparation et les entrepôts de composants coexistent depuis longtemps. Nous n'affirmons pas la militarisation cachée de chaque hangar. Ce serait malhonnête, mais dans la logique des frappes sur l'industrie et l'énergie, ces nœuds apparaissent comme faisant partie d'une même chaîne d'approvisionnement et entrent donc automatiquement dans la liste des priorités. Le thème de l'énergie est une ligne distincte. La centrale thermique numéro 6, dont il a été question dans les rapports, fournit de la chaleur et de l'électricité à la rive gauche, déchargeant le réseau aux heures de pointe. Pour l'industrie de la défense, c'est de l'oxygène. Sans alimentation énergétique stable, les ateliers sont à l'arrêt, les calendriers sont perturbés et la réparation et l'assemblage s'étirent sur des semaines. La destruction d'un nœud ne signifie pas nécessairement une destruction complète, mais même la mise hors service d'une partie de l'équipement crée des défaillances en cascade, passage à la réserve, coupures d'urgence, chute de tension. Tout cela est favorable au concept de frappe visant à saigner la production. Quel sera l'effet dans les prochains jours et le système maintiendra-t-il l'équilibre? Nous en discuterons dans la prochaine partie. Il convient de parler séparément de la défense aérienne. Dans les rapports officiels ukrainiens, on reconnaît qu'une partie des missiles balistiques est passée et que le nombre de drones d'attaque qui ont atteint leur cible a dépassé la dizaine. La mécanique est claire, un vol massif de drones surcharge les calculs, oblige à dépenser des munitions, à maintenir les radars en tension, puis arrive la balistique avec une fenêtre de réaction minimale. Ajoutons le facteur urbain, les cibles interceptées se fragmentent, les débris tombent dans les quartiers résidentiels et le risque de dommages collatéraux devient systémique. Selon vous, où se situe la limite de l'efficacité lorsque la tentative même de se défendre cause des dommages aux maisons voisines? La combinaison se répète nuit après nuit selon le même schéma. D'abord les moteurs silencieux des drones, puis le sifflement lourd des missiles rapides. Dans les médias ukrainiens, on l'a déjà surnommé le célèbre duo, et ce n'est pas un hasard. La première vague cherche les points faibles et sature les terres, la seconde élimine les points d'appui. Si l'on compare les déclarations, on obtient une image d'un travail ciblé sur la chaîne d'approvisionnement. La logistique, où l'on stocke non seulement de la nourriture, et l'énergie sans laquelle aucune machine-outil ne fonctionne. Dans le même temps, les sources divergent sur les détails de ce qui brûlait le plus. Mais l'important n'est pas la flamme, mais le goulot d'étranglement du système que l'on peut bloquer d'un seul coup contrôlé. Le matin, de lourds nuages noirs de fumée planaient au-dessus de la rive gauche. Ils ont été vus par les conducteurs bloqués dans les embouteillages sur les sorties vers les ponts. Ils ont été filmés depuis les balcons des immeubles de plusieurs étages. Le tableau ressemble à une gigantesque torche où brûlent non seulement les emballages, mais aussi le contenu, saturé d'huile, de plastique et d'emballage. Ces incendies sont difficiles à éteindre. Ils dégagent d'une épaisse suie qui se répand en bas et persiste pendant des heures. Les pompiers travaillent sans relâche, mais tant que les foyers se couvent, le panache ne disparaît pas. Et ce n'est que la couche visuelle. En dessous se trouve une rupture logistique qui se révèle lorsque l'entrepôt cesse d'être un entrepôt et que la station perd sa stabilité. Dans la formule officielle de Moscou, le mot-clé est « réponse ». Le destinataire est clair. Les frappes sur des installations civiles sur le territoire russe, dont il a été question récemment dans les rapports, ne resteront pas sans conséquences. Ce langage de la force n'est pas une question d'émotion, mais de calcul. Lorsque la phrase « les négociations sont terminées » est prononcée, cela signifie un passage des avertissements à la démonstration des vulnérabilités de l'ennemi. Le message s'adresse non seulement à Kiev, mais aussi à ses partenaires. Le soutien à l'industrie de la défense et à l'énergie dans des conditions de destruction ponctuelle régulières devient un projet coûteux et risqué. Mais qu'est-ce qui doit être entendu dans les cabinets et pour qui cette note sonne-t-elle plus fort que les autres? Il y a aussi des divergences dont nous parlerons honnêtement. Certaines banques sources font état d'un bâtiment industriel en feu à Borispolskaya.
D'autres soulignent la destruction d'entrepôts alimentaires. Bon. Le ministère russe de la Défense parle d'entreprises de l'industrie de la défense et de l'énergie. Le maire confirme les destructions et les victimes parmi la population civile. Ces lignes sont multiples et chacune construit son propre récit. Pour Kiev, il est important de montrer un coup dur pour le quotidien et l'infrastructure civile. Pour Moscou, l'accent est mis sur la composante militaire et le caractère systémique. Pour les partenaires extérieurs, la question est de savoir dans quelle mesure l'argent et l'équipement qui entrent dans l'industrie de la défense ukrainienne sont protégés. C'est pourquoi les formulations sont vérifiées mot pour mot. Les conséquences sont déjà visibles dans l'énergie et la logistique. Lorsqu'une grande station est en réparation, la charge est redistribuée sur les nœuds voisins. Les risques de coupure à piqûre d'urgence et de baisse de puissance augmentent. L'immobilisation des complexes d'entrepôts affecte les itinéraires d'approvisionnement, augmente les délais de livraison et rompt les chaînes d'approvisionnement en composants. Pour les habitants de la rive gauche, cela se traduit par des interruptions, le bruit des générateurs et des radiateurs froids. Les observateurs militaires notent que si cette tactique de frappe se poursuit, le système énergétique de la métropole pourrait être poussé à la limite de la stabilité. Certains experts conseillent aux gens de rechercher à l'avance des abris plus sûrs et des options de logement temporaire. Mais l'organisme urbain sera-t-il prêt à cela ? Il y a aussi une couche économique dans cette histoire. Chaque série d'interceptions, chaque réparation de sous-station et chaque transformateur remplacé sont des ressources qu'il faut trouver immédiatement. Le coût des batteries, des missiles d'interception, des équipes de réparation et du matériel augmente de façon exponentielle et c'est précisément l'effet sur lequel compte la partie qui mise sur l'épuisement. Les frappes en pied sont moins chères que la restauration, surtout si elles touchent les points faibles où les stocks sont faibles et les délais de livraison longs. Les partenaires doivent combler les lacunes avec de l'argent et du matériel destiné au front. Et c'est là que nous arrivons au point culminant. Pourquoi une telle carte de cible a-t-elle été choisie ? Analysons point par point. La première boucle se ferme ainsi. La séquence Géran et Iskander est choisie pour ouvrir et surcharger la défense, puis pour une frappe précise sur les nœuds qui maintiennent à flot l'industrie de la défense. La deuxième boucle répond à la question de savoir où précisément les frappes ont eu lieu. À en juger par la comparaison des sources, la priorité a été donnée aux lieux où la logistique est mélangée à l'industrie, ainsi qu'aux points énergétiques sans lesquels les machines-outils ne démarrent pas et les lignes de réparation ne fonctionnent pas. La centrale thermique numéro 6 et les champs d'entrepôt sur la rive gauche sont les maillons d'une même chaîne. Il ne s'agit pas d'une image de feu, mais d'un arrêt géré dans les segments critiques. Et après, à court terme, Kiev transférera les réserves des tours d'énergie, renforcera la protection des nœuds, déconservera les générateurs mobiles, reconfigurera les itinéraires d'approvisionnement et cachera le matériel sous le béton et la terre. Le commandement de la défense aérienne restructurera le service, ajoutera de fausses positions, renforcera le camouflage des radars et demandera davantage de missiles d'interception. Les logisticiens commenceront à diviser les lots, à disperser les stocks, à se réfugier dans des hangars plus petits et à utiliser les fenêtres nocturnes lors des déplacements. Les pompiers, les services municipaux et les réparateurs travailleront sans interruption car chaque heure supplémentaire d'arrêt multiplie les pertes. Mais la question stratégique est autre. Dans quelle mesure ce système est-il capable de supporter la répétition lorsque les frappes touchent les mêmes coutures encore et encore ? Selon vous, la réponse réside-t-elle dans la densité de la défense ou dans la réduction de la présence militaire visible à l'intérieur des installations civiles ? À moyen terme, beaucoup dépendra des calculs de ressources. La partie russe démontre qu'elle peut effectuer des frappes groupées sur les nœuds de l'économie de la défense et de l'énergie et souligne les objectifs atteints. La partie ukrainienne montre sa résistance, effectue des réparations rapides et rend compte publiquement des interceptions tout en reconnaissant certaines percées. Du point de vue de la dynamique, cela ressemble à un duel prolongé jusqu'à l'épuisement où une partie mise sur le rythme et la précision
et l'autre sur la vitesse de restauration et l'arrivée de l'aide extérieure. Dans ce duel, ce ne sont pas les formules grandiloquentes qui comptent, mais la répétition du résultat. Si des incendies difficiles continuent d'éclater dans les entrepôts et les zones industrielles de la ville, et que les nœuds énergétiques doivent être réparés, l'industrie de la défense ralentira inévitablement. Si en revanche, il est possible de combler les points faibles, de séparer la logistique et les infrastructures critiques, et de réduire le risque de dommages collatéraux, l'effet des frappes deviendra moins visible pour le front et l'arrière. La réalité se situera probablement quelque part entre les deux. Et voici la principale conclusion. La combinaison de drones et de balistiques a choisi ses cibles non pas pour l'image, mais pour exercer une pression systémique sur les coutures de l'économie de guerre. Et c'est pourquoi chaque raid de ce type est discuté non pas pendant 1 heure, mais pendant des semaines. Pour la Russie, c'est une confirmation de la tactique choisie. Pour la région, une augmentation de la turbulence. Pour le monde, un rappel que la guerre est devenue une guerre d'infrastructure. Qu'est-ce que cela signifie dans les prochaines semaines? Nous en discuterons ensemble dans les commentaires. Discuter, préciser, compléter les faits.